Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis quand même très heureux de pouvoir mettre en avant un constructeur français et en plus de ça de rejoindre un peu la passion qui est la mienne, celle de la réalité virtuelle, réalité mixte, toutes les technologies entre guillemets immersives. Je voudrais remercier France Immersive Learning de nous avoir accueillis une fois de plus dans les locaux, ils sont vraiment adorables avec nous, ils nous font découvrir au plus près les acteurs de ce marché qui me passionne en tout cas, donc un très grand merci à France Immersive Learning, à toutes leurs équipes pour la disposition des bureaux, des locaux et surtout aussi pour la mise en relation. Voilà, si vous voulez tout savoir, je vous mets en lien dans la description de savoir ce que fait France Immersive Learning et si vous êtes un professionnel, vous devriez y jeter un œil. On va rentrer maintenant un peu dans le cœur de cette interview, mais juste avant, je voudrais quand même rendre à César ce qui est à César, c'est que en fait, nous, on avait prévu de faire quelque chose, cette interview avec Rames de la chaîne Rames VR, que tu connais très bien, qui n'a pas pu faire le déplacement malheureusement, mais en tout cas, je pense très fort à lui parce que beaucoup de ces questions aussi viennent de nos échanges. On a préparé cette interview ce matin même justement et j'ai la chance de recevoir Stan Larocque de Lynx. Salut Stan, comment ça va? Salut, ça va. Alors ma première question est là, elle est très personnelle, elle me brûle un peu les lèvres. Je te vois à chaque fois discuter dans les vidéos en anglais. Est-ce que le français, tu vois, ça va le faire? En fait, est-ce que tu veux beaucoup de français, d'interviews en français? Pas beaucoup. On a plus de succès avec les médias anglophones, mais on est content de voir un peu qu'on a l'attention aussi qui arrive en France sur notre produit et sur ce qu'on fait. Ouais. Ma deuxième question, parce que je suis un petit peu ton parcours de très loin, hein, sur tous les réseaux sur lesquels tu partages des choses, comment tu vas? Ça va, et toi? Ouais, écoute, moi ça va, est-ce que t'es pas trop fatigué? Est-ce que c'est pas très intense tout ça? Aujourd'hui avec le recul. Si, c'est assez intense. Tu vois, j'ai fait genre 3 allers-retours aux États-Unis sur le mois de janvier. T'as vu Palmer Luckey, t'as CES. Ah bah oui, Palmer, j'ai une sacrée histoire avec lui. Okay. Ouais, j'ai fait pas mal de... Enfin là, on est dans une période, si tu veux, de la boîte où on grossit tellement fort et tellement vite avec la sortie très anticipée du Lynx R1 qu'il faut être partout. Ouais, c'est ça. Mais c'est très cool. Je pourrais rien faire d'autre. Et j'aimerais, si tu peux nous présenter rapidement ton aventure, comment l'aventure Lynx est née en fait. Oula ouais, tu peux, dans les grandes lignes. Je sais pas si les gens ont vraiment du temps pour ça. Non, grosso modo, moi j'ai commencé en école d'ingé, donc là tout ce que vous voyez c'est 100% de ma carrière professionnelle. Et j'ai eu cette idée en fait un peu trop folle quand j'y repense, parce que si j'avais su à quel point c'était dur, je l'aurais pas fait, mais de faire un casque autour des technologies immersives, donc pas que de la réalité virtuelle, mais qui fasse un peu tout. Et donc aujourd'hui ça se matérialise par ce produit qu'on met sur le marché. J'ai commencé tout seul en 2019 et aujourd'hui on est 25 et on en produit plusieurs milliers, voilà. Donc ça devient un truc que je maîtrise absolument plus. Ouais, voilà. Mais c'est top, c'est super de voir qu'en quelques années, malgré le Covid, malgré les retards qu'on a pu avoir, on arrive à exister, à se faire une place à côté de gros acteurs sans rougir. Combien d'employés aujourd'hui c'est Lynx? Alors aujourd'hui on est 25 et si tu veux c'est rien par rapport au travail qu'on a, on est complètement débordé. Ouais. Et donc là je suis en train de conduire une levée de fonds, la 3e, pour justement qu'on ait enfin les moyens nécessaires pour grandir encore. Pour grandir. Non, ça représente des dizaines de millions d'euros. Ça devient complètement délirant. Mais c'est les moyens nécessaires en fait quand tu fais du hardware pour être un acteur qui s'impose sur ce nouveau marché, mais qui va être vraiment le marché après les smartphones potentiellement. Donc faut pas mal de moyens. Quand on reçoit ces fameuses levées de fonds comme ça de plusieurs millions, ouais. Comment on gère ce genre de truc, quoi? L'afflux d'argent, parce qu'on pourrait très vite perdre la notion des choses ou aller, voilà, ou de pas savoir quoi en faire en fait quand il y a... Ouais, savoir quoi en faire, ça je t'assure, tu sais comment le dépenser, tu sais toujours comment le dépenser. C'est plutôt, enfin je pense que tu as raison, ça peut faire perdre pied, etc. Ouais. Après ça dépend quel genre de personne tu veux devenir, mais ouais. En fait, faut le voir comme des ressources. Et nous on la loue. En fait, si tu veux, ce casque-là, on l'a conçu jusqu'à présent, ça a dû coûter entre 6 et 7 millions d'euros. C'est beaucoup et pas beaucoup. C'est rien par rapport à ce que mes concurrents ont cramé pour faire des produits relativement similaires. C'est énormément d'argent et après, c'est comment tu la loues bien. Et après, c'est ta capacité à juger si tel ou tel investissement derrière est pertinent pour le développement du produit et ta capacité à aller vite. Donc, c'est transformer cet argent en temps
que tu vas gagner sur tes concurrents, etc. Après, perdre pied, je pense pas. Mais après, j'ai une super équipe, je suis très bien entouré, je suis très bien conseillé. Je pense que jusqu'à présent, et le fait que ce produit soit aujourd'hui avec moi, c'est qu'on a fait les bons choix. Donc non, je suis pas inquiet. C'est quelque chose qui est pas banal, mais qui est pas non plus complètement inconnu, quoi. Et récemment, vous avez ouvert des bureaux à Taïwan. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le but? C'est de se rapprocher de la Chine? Bah alors, on a une relation. Lynx, c'est une très belle aventure franco-taïwanaise. D'accord. J'ai pas de lien là-bas directement. Non. Mais si tu veux, quand on a fait la conception du produit, on a dû travailler. Donc le casque est sans fil et la puce dedans, c'est une puce Qualcomm. Et l'histoire, c'est au tout début, je voulais le fabriquer en France, dès cette première version. Simplement, c'était pas possible pour tout un tas de raisons, l'argent, le savoir-faire. On a plus d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Et Qualcomm m'a dit, va à Taïwan et on te présente des fabricants, les plus gros fabricants du monde. Et donc aujourd'hui, je travaille avec Compal. Donc Compal, c'est une boîte que vous connaissez, qui n'est pas du tout connue du grand public, mais c'est eux qui ont fait l'Apple Watch, la moitié des ordinateurs sur la planète. C'est des fabricants, c'est des systémiers. Et donc moi aujourd'hui, je suis client et partenaire de cet assembleur, donc qui est basé à Taïwan, qui a des usines en Chine. Typiquement comme Pegatron, comme les gros noms, Foxconn. Et donc on a quelqu'un à temps plein à Taïwan maintenant avec Lynx qui gère les 60 personnes chez Compal de l'usine et la production du casque. Et donc on a Grégoire, donc notre collègue qui est français et qui vit à Taïwan depuis longtemps et qui fait ça extrêmement bien. Et être sur place, ça change tout dans la production. Et ça vous permet d'être plus réactif, de ne pas dépendre des fuseaux horaires. Des fuseaux horaires, de la barrière de la langue, de tout un tas de choses qui peuvent te freiner dans ton industrialisation. Ouais. Alors, quand tu as créé Lynx, et je me souviens d'ailleurs, tu avais fait un podcast un peu avec les gens de chez ETR et tout ça à une époque. Ouais. Tu mettais en avant le côté open source du projet. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui drive l'entreprise? Bien sûr, parce que en fait, on se différencie. Enfin, si tu veux, quand tu regardes notre concurrence, c'est des GAFAM, c'est des boîtes énormes sur lesquelles c'est très difficile de se différencier. Donc nous, on arrive à se différencier avec la technique parce que dans le casque, on a certaines features ou fonctionnalités que tu trouveras jamais dans d'autres casques. Et tu as aussi la différenciation de l'approche sur les données personnelles, sur l'ouverture du système, où mes concurrents, si tu veux, te livrent une boîte noire. Et moi, je me suis dit, on va proposer quelque chose peut-être avec des valeurs un peu plus européennes, un peu plus ouvertes. Et ça fait énormément de différence, surtout dans le milieu professionnel où les gens ne peuvent pas déployer des casques méta, ne serait-ce que parce que quand tu parles à une DSI d'une grande entreprise, ça passe pas. Ouais. Donc on a fait la différence là-dessus et on est vraiment, vraiment très ouvert. Ouais. Ok. Justement, ce casque, pour l'instant, la manière dont il a transité, c'est par le financement participatif, en tout cas. C'est le premier relais, en tout cas, de distribution pour le moment, en tout cas. Est-ce que tu peux nous donner un bilan de ton aventure dans le financement participatif? Est-ce que les bikers ont une grosse influence sur la manière dont on positionne le produit ou pas Oui, alors en fait, déjà, sans eux, on ne serait plus là, tout simplement. Donc c'est des gens que je remercie. À chaque fois que quelqu'un se présente, je dis, je suis backer, vraiment merci beaucoup. Merci à tous ceux du Kickstarter qui regardent cette vidéo, vraiment. En fait, le Kickstarter nous a servi, donc on a fait 1200 casques vendus sur ce Kickstarter. C'était une manière pour moi, à côté des levées de fonds, de montrer au monde financier qui comprenait pas en fait l'intérêt de la VR ou de la R. Le mot métaverse, ça n'était pas encore prononcé par Mark Zuckerberg. Il s'était pas passé tout ce qui se passe aujourd'hui. Et sans doute que même un acteur français décide. Oui, voilà. D'habitude, c'est toujours les Américains. Et si tu veux, le Kickstarter m'a permis de montrer à des financiers en disant, regardez, les gens veulent notre produit. Donc ça a un peu tout changé, ça m'a permis de relever des fonds en mai juste après, qui m'a permis de payer l'industrialisation du produit et de enfin le faire en usine. Et donc le Kickstarter pour nous ça a été un vrai succès. En une demi-heure on a fait 100 000 € et à la fin de la campagne on est arrivé à plus de 800 000 $. Enfin, on peut considérer que c'est un des plus gros succès français du financement participatif. Franchement je suis à la fois surpris et très content, mais c'était sacrément chouette de voir que les gens,
étaient derrière nous, veulent le produit, et ça a une influence énorme sur nous. On essaie de regarder tous les messages sur Internet, parce que le feedback des gens, même s'il est parfois très acerbe sur Internet, il est super précieux. Ouais. Et du coup, là, si on resitue un petit peu le lancement de ce financement participatif, on était sur quelle année 2000? C'était en novembre 2021, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et là, voilà, depuis, on a bossé comme des fous sur la mise en prod. Il y a des rebondissements dans tous les sens, mais ça y est, là, les gens vont être livrés et je vais pouvoir dormir tranquillement. Alors maintenant, on va aussi un peu rentrer dans le vif du sujet du casque, le Lynx R1 qu'on a ici sous les yeux. À qui tu dirais que se destine ce produit? Quel est votre cœur de cible? C'est assez dur à dire en fait, c'est assez marrant quand je vois les gens qui veulent l'utiliser ou qui l'utilisent un peu en bêta aujourd'hui. C'est un produit qui s'adresse énormément au monde professionnel. Très honnêtement, si tu veux, c'est pas, tu le trouves pas à la Fnac ou chez Darty encore, mais tu as beaucoup de gens passionnés qui l'achètent aussi. Donc tu trouveras dessus des applications industrielles comme des choses qui pouvaient être faites sur HoloLens avec Microsoft, mais il y a aussi des jeux vidéo qui apparaissent. Donc c'est un peu un mix des deux. Au début c'était, je dirais, 95% de B2B, de trucs pro. Ouais. Et là, plus le temps passe, plus le ratio, voilà, le ratio change. S'équilibre. Donc avec ce casque, tu peux jouer à des jeux vidéo en mode PC VR, tu peux faire tout ce qui existe actuellement dans le monde de la VR. Donc pour les geeks et les early adopters, etc., c'est un bon produit. Et pour le monde professionnel, c'est un produit qui apporte vraiment une plus-value assez énorme par rapport à ce que ces gens ont connu avec HoloLens notamment. Donc on a une proposition de valeur qui est à la fois intéressante en B2B et en B2C. On va regarder à la fin 2023 les chiffres, mais j'ai envie de te dire que ça va être 70% de pro et 30% de début de consumer. Et ça va faire que s'accentuer dans les années à venir. Est-ce que tu peux nous dire, j'imagine qu'il a subi beaucoup de mutations depuis le financement participatif à maintenant. Alors, exhaustivement parlant, les grands axes peut-être d'amélioration, où est-ce que ça a bougé? Alors, je sais que ça va être encore amené à bouger d'ailleurs. Ça a bougé sur les capteurs. En fait, c'était en pleine deuxième ou troisième vague de Covid, je me souviens plus, personne ne se souvient de ces années. Mais grosso modo, on avait pas mal de crises sur certains composants. Genre, je demandais des écrans, les gens me disaient, les Japonais qui en achètent les écrans disaient, bon bah voilà, on pourra vous livrer dans 38 semaines. Ah, ok. Donc il a fallu s'adapter énormément. Donc on a dû redesigner, ça se voit pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur on a dû repasser beaucoup sur l'électronique, sur les capteurs. Et il y a eu des choix logiciels même qui nous ont freinés, on a dû réécrire pas mal de grosses parties. Mais vraiment, c'est un produit qui a eu une vie en lui-même dans son développement. Il y a eu je sais pas combien d'itérations, mais c'est assez dingue. Quand tu peux suivre sur mon compte Twitter ou sur Internet les premiers visuels qu'on partageait, ça n'a rien à voir avec moi je vois que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui au final. D'accord. Et tant mieux, parce qu'à chaque fois ça s'améliore. Ça tire vers le haut le produit, j'imagine. Ouais. Alors je te propose un petit exercice un peu drôle. Je voudrais que tu te projettes et que tu nous fasses, comme ça oralement, un unboxing. Qu'est-ce que tu verrais dans la boîte avec ce produit quand le jour où les gens vont l'acheter? Alors, quand vous ouvrez le magnifique packaging de Lynx, donc c'est une belle boîte blanche, vous verrez, j'ai posté une photo aussi sur mon compte Twitter. Je mettrai ton compte Twitter. Mais grosso modo, quand tu l'ouvres, déjà tu as le casque qui t'accueille comme ça à plat, très joli. Tu le sors et après il y a une boîte dans laquelle il y a plusieurs accessoires. Donc il y a le câble USB-C, USB-C assez long qui peut te permettre de charger, d'utiliser sur ton PC, etc. si tu veux développer ou faire du PC VR. Et on a aussi un autre accessoire qui est la mousse. Vous voyez là le casque. L'interface faciale. Voilà, l'interface faciale. Je le montre sans interface faciale, c'est fait exprès. Dans notre communication, vous le verrez très rarement avec une interface faciale. Mais en fait, dans le casque, tout autour, là, il y a des aimants. Et si vous voulez l'utiliser uniquement pour faire de la VR, vous pouvez vous plonger de manière plus immersive dans cette boîte noire immersive avec cet accessoire, donc qui est compatible avec le port de lunettes, etc. Donc voilà, c'est ce qui arrive dans la boîte. Et après, le casque en lui-même, donc il a beaucoup de specs, c'est un bel objet de consumer électronique. Ouais. C'est un espèce de smartphone haut de gamme qu'on met sur la tête.
Pour du XR2, Voilà, XR2, c'est quoi? 6 Go de RAM, 128 Go de stockage avec jusqu'à 1 Tera avec une carte SD sur le côté, un port audio, 4 microphones, un capteur de proximité, un accéléromètre, un gyroscope avec 6 caméras, donc 2 caméras couleur devant pour voir à travers le casque pour la partie réalité augmentée et réalité mixte. 2 petites caméras un peu inclinées sur les côtés, elles qui scannent la pièce en 3D, qui font le 6DoF. Et les petites caméras bleutées, là, en fait, c'est les plus petites, mais c'est elles qui ont le plus grand champ de vue, et elles font le suivi des mains. Donc c'est des caméras infrarouges, très spécifiques. Après, vous avez 2 écrans cachés derrière nos lentilles un peu folles. Les écrans, c'est des panneaux LCD qui sont en 1600 par 1600 à 90 fps. Donc c'est très fluide. Et vous trouverez 2 haut-parleurs à mi-chemin entre l'avant du casque et la batterie, avec la batterie à l'arrière pour l'équilibre sur la tête. Donc la moitié du poids est à l'avant, la moitié du poids est à l'arrière. Et la batterie est de 8600 mAh. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en VR, ça dure 3h30 et en AR, ça dure 2h30. Autonomie très correcte. Justement, bah, tu parles des fameuses caméras qui vont s'occuper du hand tracking. Ouais. Où en sont les fameux contrôleurs? Parce que... Les fameux contrôleurs. Voilà. Alors j'ai un super doctorant qui vient d'être docteur justement en computer vision qui travaille sur le software de ces contrôleurs du tracking. On a quelque chose de très probant. On a des designers industriels qui travaillent dessus. Je pense qu'on va montrer quelque chose cet été. Enfin, quand je dis montrer, c'est l'utilisable, déployé, etc. Justement, tu parlais de la carte micro SD de l'emplacement. Oui. Est-ce que tu peux nous donner la fonction? Est-ce que il va servir à étendre le stockage interne, genre un peu virtuellement, on n'aura qu'un seul stockage, mais étendu, comme ce qui arrivait sur certaines smartphones Android à une époque où le stockage commençait à devenir un peu ric-rac? Ça sera comme ça, ou est-ce que ça sera un stockage additionnel? Est-ce qu'on pourra y mettre les applis? C'est un stockage additionnel sur lequel tu peux mettre tes APK, tes applis, ouais. Et les déployer sur le casque et les faire tourner depuis cette carte SD. D'accord. Si on a des applis très lourdes, avec des graphismes de malades qui vont boucher la mémoire du casque, bah, c'est peut-être plus pratique d'utiliser la carte micro SD. Ouais. Et là, pour le coup, aussi, vous êtes assez confiant au niveau des taux de transfert? Parce que nous, on voyait à un moment que dans certains smartphones à une époque, le fait que les SD sont moins rapides que la mémoire en interne, est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous avez été vigilant? Bah, en fait, ça dépend pas de nous, ça dépend aussi de la classe de la carte SD, de la qualité, voilà, mais sinon, moi, il n'y a pas de problème. Je vais revenir sur une des fameuses péripéties que tu as vécues, et je veux voir si tu peux nous en parler un petit peu. On va parler un peu de ton aventure avec SideQuest. Oui. Qui a été qui devait être porté sur le casque pour être le store un petit peu de ce Lynx R1. Ouais. Alors ça a été annulé parce que nous on suit l'actualité là-dessus. Et est-ce qu'aujourd'hui avec le recul, et parce que je sais que ça date un petit peu maintenant, est-ce que tu peux en parler un peu? Ouais, je peux tout vous dire. Donc SideQuest, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un store alternatif, ouvert, effectivement, vraiment très sympa, avec une équipe franchement assez incroyable. Qui est basé un peu partout, et les fondateurs sont en Espagne. Et en fait, c'est pas annulé. C'est-à-dire que sur le Lynx, vous trouverez plusieurs App Store. Donc il y aura l'App Store de Lynx, le nôtre, mais il y aura aussi SideQuest. Voilà, SideQuest, on travaille toujours avec eux. Il y a eu quelques péripéties de leur côté qui leur ont fait prendre du retard. C'est des choses qui sont complètement entendables dans leur financement, dans la manière dont ils travaillent. Vous avez vu, pour ceux qui ont vu, ils ont relevé des fonds, je crois 14 millions, notamment avec 12 ou 14 millions, avec Google Venture. Donc maintenant, ils passent ils augmentent leur cadence et leur déploiement. Ils travaillent avec d'autres partenaires que Lynx, mais Lynx sera un des casques sur lesquels vous pourrez utiliser SideQuest. C'est certain, c'est plus qu'une question de temps. Mais vous pourrez utiliser Steam, SideQuest et le Store Lynx. Alors, aujourd'hui, à l'état actuel des choses, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on trouve sur le casque en termes d'application sur ce Lynx? Alors pour le moment, tu as pu en essayer quelques-unes. On n'a que des apps de démo, une application Home, et à la fin du mois, on va avoir un navigateur web. WebXR compatible, donc c'est-à-dire que c'est un navigateur web sur lequel vous allez pouvoir naviguer sur Internet pour voir des sites Internet qui sont aussi, certains vous permettent d'avoir des expériences en VR et en AR directement dans un navigateur web. Moi j'ai parié énormément là-dessus, on a investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans ce navigateur web avec Firefox pour être sûr que vous pouvez avoir des applications natives et des applications par le web. Parce qu'à moins d'être Apple, parier contre le web, faut
faut y Ouais, croire. faut y croire. Voilà. Il faut être costaud. Donc, ouais, moi je pense que le web va encore gagner en tant que plateforme pour aussi délivrer du contenu. Donc il y aura un navigateur web et il y aura, donc on a plusieurs partenaires qui ont déjà des casques chez eux, qui sont en train de porter des applications existantes et qui sont en train de faire aussi des applications nouvelles. Ça peut être des jeux vidéo ou des applications professionnelles autour de la formation, etc. Voilà. Okay. Du coup, tu en parles comme un casque autonome mais qui sera aussi capable de faire du PCVR. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner la manière dont on pourra le faire? Est-ce que ce sera du Link avec un équivalent genre AirLink? Des choses comme ça. Est-ce que même avec Virtual Desktop, il y a eu une petite... Alors, pour être transparent, dans le prochain batch de devices qu'on a, qui sera encore mieux que celui-là, les 300 prochains casques, un de ces casques va aller à l'équipe de Virtual Desktop pour qu'ils puissent regarder, éventuellement faire le portage, mais on discute avec eux. Ils sont ouverts à d'autres casques, ils ont basculé sur OpenXR, donc il y a vraiment un débouché qui pourrait être très intéressant. Mais pour répondre à ta question, on travaille un peu avec tout le monde. Et je pense et pour se connecter au PC, du coup là. Pour la partie PCVR, ça marche très bien en Wi-Fi. Parce que tu as le Wi-Fi 6 dans le casque. Ça marche extrêmement bien en Wi-Fi. Il y a une démo sur YouTube où on a un YouTuber qui joue à Beat Saber depuis un PC sur le casque avec des contrôleurs d'un partenaire. Et tu vas aussi pouvoir utiliser le câble USB-C qui est fourni avec le casque. Donc, par casque ou par Wi-Fi, en fonction du setup que vous avez chez vous. Bon, tu le sais, ce genre de casque, c'est un peu comme les smartphones et autres. Il y a une grosse attente souvent en termes de update, de mise à jour. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes déjà dans les plans? C'est un truc dans lequel vous avez des visions déjà sur la manière de pouvoir augmenter soit des fonctionnalités, autre le fait des corrections, j'imagine? Alors, voilà, il y a plusieurs volets là-dessus. Et nous, en tant que constructeurs, on a vraiment une approche assez transverse sur l'upgrade du device. C'est-à-dire que cette première version va vivre, elle va avoir sa vie. On va le mettre à jour très régulièrement au niveau du software. Ouais. C'est un device très, très vivant. Nous, on mature énormément de choses dans tout le stack du device, des drivers jusqu'aux applications d'accueil, etc. On fait beaucoup de travail. Donc, c'est sur le logiciel. Et après, sur le matériel en lui-même, il va aussi évoluer. Donc, typiquement, on a partagé sur Internet le modèle 3D du casque pour les gens qui veulent faire des accessoires et une pièce qui vient se clipser devant le casque pour fixer des caméras ou des trackers, etc. Donc, il va être compatible avec tout un écosystème déjà existant. Et en plus, on va rajouter des fonctionnalités. Donc, on travaille avec un partenaire pour rajouter l'eye tracking dans le casque en USB-C. Donc, tu as un add-on que tu peux venir plugger et boum, tu as l'eye tracking dans les applis compatibles qui fonctionnent. Donc, c'est aussi bien software que hardware. On sait que c'est des devices qui n'ont pas le même cycle de vie et de développement que les smartphones. Un smartphone, c'est tous les ans, c'est updaté. Un casque, ça dure plus longtemps, c'est des devices plus compliqués, c'est pas encore un marché similaire au smartphone. Donc on fait vivre ces devices. Nous, ça nous permet de maturer certaines choses. Ça permet aux utilisateurs d'avoir plus de valeur que uniquement ce pourquoi ils ont payé au début. Ouais. Donc moi, je trouve ça assez génial en tant qu'utilisateur. Toi, tu as le casque aujourd'hui, mais en fait, 6 mois après, il va faire des trucs, il va avoir des nouvelles features. Et ça, moi, en tant qu'utilisateur aussi de mon propre produit, j'ai plaisir à faire ça. Justement, le plaisir de faire un produit, il est important. De produire un produit qui va satisfaire les clients, c'est aussi important. L'autre grand défi aussi pour une marque, et qui est un peu le segment un peu très difficile, très casse-gueule, c'est le SAV. Je peux te donner un exemple. Tu vois, par exemple, je sais qu'on en a discuté avec Rames, il me dit Pimax, le SAV, c'est compliqué. HTC, qui est quand même aussi plus gros qu'un Pimax, c'est une galère aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous êtes serein? Alors, dans le hardware, t'es jamais serein. Non. Mais tu surveilles. Oui, c'est sûr. Pour le SAV, nous, on a mis en place déjà, dès la conception du device, des outils qui nous permettent si un client nous appelle, nous donne l'ID du casque ou s'il se connecte sur notre serveur, on voit toute la vie du device qui défile. Alors, parce que l'utilisateur a fait, mais il peut nous pousser du diagnostic, des bug reports, etc. qui sont dans le device.
anonymisé, etc. Tu peux utiliser le device sans faire de compte sur quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut très vite diagnostiquer un device. Et on est en train de mettre une plateforme logistique, ce qui fait partie de ce qui est financé par la prochaine levée de fonds. Une plateforme logistique où tu nous renvoies un casque, on l'audite, c'est-à-dire qu'on est capable de dire est-ce qu'il est cassé ou cassé, on peut le réparer. Si cassé, on peut le réparer, soit on te le renvoie, soit on le revend, on le remet en refurbish, en reconditionné, ou alors on le recycle. Parce qu'en fait, la vie d'un device, elle ne s'arrête pas au moment où tu l'achètes. Voilà, c'est tout le SAV. En fait, le SAV, tu as la partie recyclage qui... Et en fait, le problème de ces devices, c'est que pour le moment, ça pollue beaucoup trop. Et c'est aussi quelque chose qu'on regarde beaucoup. Donc le SAV, c'est complètement dans notre réflexion. Et on va essayer de ne pas se viander comme une partie de l'industrie. Parce que du coup, comme ça va être quelque chose qui va être déployé de manière internationale, c'est souvent la difficulté de rapatrier ça, si ça doit repartir en Chine, le temps que on ça a des partenaires dans les régions qui vont faire ça pour nous. D'accord. Parce qu'on n'a pas l'ego ou l'ambition de faire tout ça tout seul en disant... Pour l'instant, de se dire les ressources nécessaires, elles ne sont pas encore... Donc le site en Europe, ce sera chez nous, sauf quelques partenaires. Mais sur les autres continents, les autres régions, on a des partenaires locaux, même en Nouvelle-Zélande, qui vont être déployés. À l'époque, tu nous le présentais comme le premier un peu d'un genre du nouveau casque, un peu de réalité mixte, là où à l'époque, on était très sur le même modèle, c'est-à-dire un casque où on s'enferme, la VR, et vraiment la réalité mixte, même la réalité augmentée, était vraiment un peu... Beaucoup de gens disent, on mise grave sur la RA, mais à chaque fois, on voyait rien pondre de concret là-dessus. Aujourd'hui, la donne, elle change un peu avec, par exemple, moi j'ai testé le Vive XR Elite, on voit le MetaQuest Pro. Est-ce qu'il n'y a pas une sensation de se sentir un peu cette fait doubler parce qu'il y a eu aussi les péripéties du Covid, etc. Comment tu... Je pense que chez Lynx, on ne vit pas du tout comme ça. C'est plutôt, on a été les premiers à le montrer. On n'a pas été on a eu du retard sur les livraisons, mais on a été les premiers à le montrer et je suis très content qu'on ait eu raison en fait sur toute l'industrie et qu'on leur ait montré. On a donné des idées à beaucoup de gens, c'est très bien et que ces constructeurs fassent la même chose que nous. Nous, en tant que petite boîte qui émerge, c'est énorme comme validation. C'est gratifiant. Parce que c'est eux qui vont éduquer le marché. C'est pas moi qui vais éduquer le marché. C'est Apple, c'est Google, c'est tous ces gens-là qui vont sortir des casques similaires aux nôtres. Donc moi, je suis très content. Voilà. Et les produits qui sortent sont très bien par ailleurs. Le marché reste encore énorme à conquérir. Donc on n'est pas très inquiet. Bon, tant mieux. C'est peut-être de la naïveté. Je sais pas, ça pourrait être interprété de plusieurs manières, mais je le vis pas mal. D'accord. Je le vis pas mal. Non. Un de vos fournisseurs, Limbac, qui fait vos lentilles, a été racheté récemment par Apple. C'est quoi les conséquences pour vous, quoi? Alors, c'est les gens qui ont co-designé la lentille avec nous. C'est pas eux qui la fabriquent. Ceux qui la fabriquent, c'est nous. C'est-à-dire que la lentille, elle est fabriquée en France, dans le sud de la France, avec un super partenaire à Grasse. Voilà, donc c'est très sympa. Est-ce que tu peux donner le nom de la lentille? Parce que moi, Alors, la lentille, elle a un nom long et un nom simple. Le nom long, c'est que c'est un prisme freeform catadioptrique. Voilà, donc une fois que ça s'est passé, je peux te dire que le nom de code de la lentille, c'est Clover, c'est-à-dire trèfle en anglais, en fait, puisqu'elle a 4 zones, donc ça fait un peu de trèfle à 4 feuilles, ça porte chance, etc. Donc on l'a appelé la lentille Clover. Mais le rachat par Apple. Le rachat par Apple, on était au courant depuis très longtemps. On n'est pas inquiété parce qu'en fait, on a négocié avec eux avant qu'ils se fassent racheter une licence exclusive et ad vitam aeternam pour continuer à utiliser ce design et pouvoir le modifier. Donc on a les plans de la lentille, on peut l'adapter à de nouveaux écrans, on peut faire vivre cette architecture indépendamment du fait que Limbac soit maintenant chez Apple. Et c'est une lentille auquel vous croyez, parce qu'on pourrait être tenté de basculer sur aujourd'hui ce qui marche très bien, les pancakes. Est-ce que c'est un truc sur lequel... Alors, ce produit, en tout cas, il va vivre avec une Clover, et pas avec une pancake. Après, pour les versions futures de Lynx, et il y en aura plusieurs, je ne peux pas commenter.
D'accord. Autre chose aussi également, aujourd'hui, comment tu vois le marché de la VR? Alors, je vais essayer de te donner aussi un peu du grain à moudre. C'est que nous, on est observateurs, hein, on est passionnés, des fois on est un peu considéré comme évangéliste, c'est-à-dire qu'on essaie de amener les gens vers ces technologies-là qui ont du mal par le fait d'enfermement, de form factor, et aussi parce que c'est un truc qui connote des fois des angoisses. Oui, les gens s'enferment dans des casques et des choses comme ça. On a vu une belle euphorie avec le Quest 2, nous, qui a vraiment un petit peu réussi à ramener beaucoup de gens qui ont, une fois qu'ils ont essayé, 2 millions de gens. ont vraiment apprécié le truc. Sauf que paradoxalement, aujourd'hui, Mark Zuckerberg a beaucoup poussé son fameux métavers qui, par les médias, est vraiment très rapproché de la VR, tu vois. En fait, les deux sont souvent très associés. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression qu'on redescend dans un espèce de creux de vague où les gens revoient le produit comme un produit un peu anxiogène, comme Facebook, le Big Brother dans la VR. Bref, comment tu vois tout ce marché-là aujourd'hui? Est-ce que ça t'inquiète même ou pas? Est-ce que tu vois un recul ou est-ce que pour toi, c'est une passade? Une fois de plus, je suis pas inquiet. Ok. Faut être tranquille. Hein. Voilà, je suis pas inquiet. Je pense que déjà les GAFA, mais surtout Meta, ont eu des ambitions qui ne se sont pas matérialisées sur le marché. C'est-à-dire que quand tu vois les milliers, voire dizaines de milliers d'employés qui ont été virés ces derniers mois, ces dernières semaines, même chez les GAFAM, un peu la redescente. Hein, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. On va dire qu'après la pandémie, comme il y a eu beaucoup d'argent qui a coulé. Bien sûr, parce que il y a une création de valeur énorme pour les boîtes de tech, etc. Il y a les taux d'inflation, les taux sur les marchés qui remontent, etc. Donc c'est un climat un peu austère pour ces gens-là qui sont en fait très sensibles au marché. Ouais. C'est toutes des boîtes cotées. Donc il y a un peu une redescente là-dessus. Et puis, moi, personnellement, je ne pense pas que Mark Zuckerberg puisse être la personne qui va incarner cette révolution. Non, mais on va dire que, en fait, pour moi, c'est le haut-parleur le plus visible. Ah, c'est clairement Comme aujourd'hui. Elon Musk, c'est un peu le haut-parleur de la voiture électrique, malheureusement. Tout à fait, mais je pense qu'à terme, ce ne sera pas lui qui va incarner cette industrie. Il y a des gens comme Apple qui débarquent, il y a d'autres acteurs qui émergent, il y a Lynx, il y a tout un tas de boîtes qui commencent ou qui essaient d'émerger. Le marché se consolide et se complexifie en même temps. Donc les gros rachètent les petits. Et si tu veux, ça bouge quand même beaucoup. Mais je pense qu'à terme, on ne va plus parler de VR. Le terme VR va disparaître complètement. Je pense que... Et le marketing d'Apple sera fait autour de ça. Et puis il y a la réalité mixte. Voilà, c'est ça. Voilà. On va parler de réalité mixte. Et la VR, ça va être un sous-ensemble de cette technologie immersive. Donc cet accent sur la VR, je pense que c'est un peu très limitant. Je pense que son move sur le métaverse a fait couler beaucoup d'encre. Mais je trouve que il a desservi un peu le problème. Voilà, ça n'a pas beaucoup fait avancer. En fait, ça n'a pas beaucoup fait avancer le milieu et l'industrie. Pourquoi? Parce que ça a un peu perdu les gens. Moi, j'ai encore des gens qui viennent me voir en disant « mais c'est quoi le métaverse ?» Je comprends pas. Et dans mon métier, je pense que vous, quand vous en parlez aussi, personne ne parle jamais de métaverse. Non. Je ne dis jamais ce mot quand je travaille. On parle de réalité virtuelle, réalité augmentée, technologie immersive. Mais je vous avoue que le délire autour des mondes virtuels et de Half-Life ou Second Life dans les années 90-2000, ça n'a pas inventé grand-chose. C'est pas ça qui fait avancer le process. Je pense que ce qui va faire avancer l'industrie, au-delà du Quest 2 qui a été vendu à 10 millions d'exemplaires et qui a amené beaucoup de gens à comprendre le potentiel au moins, c'est que ces devices aujourd'hui, c'est des objets d'entertainment. Donc c'est du divertissement, c'est de la formation professionnelle pour l'industrie. Je pense qu'on va avoir un vrai shift, c'est-à-dire qu'une multiplication du marché quand ces devices vont devenir aussi des outils de communication. Quand tu vas pouvoir faire le FaceTime ou le Skype vraiment en mode immersif avec les expressions de visage, etc. Là, il va peut-être se passer quelque chose. Ouais. Et est-ce que tu crois toi aussi au fait que ça peut augmenter notre espace de travail, tu vois, typiquement avec plus d'écrans que l'on a dans le monde réel, pourquoi pas des notions de widget avec ton actu qui est là. Ah ouais, mais complètement. Voilà, c'est aussi, ça va complètement bouleverser la notion d'écran. Moi, je pense que mes enfants
regarderont mes photos et diront mais c'est quoi ça, ce rectangle noir qu'il y avait sur vos murs? Et non, c'est une télé en fait. Et que la notion d'écran va complètement être bousculée avec ces devices. Ouais. Ok. Bon, tu prévois de faire des enfants dans très longtemps ou c'est vraiment un truc que tu vois plus à court termiste, sans rentrer forcément dans ta vie privée, mais pas à court terme. Voilà. Pas à court terme. Ok, d'accord. J'ai encore un peu de temps. Bon bah très bien. Bon, désolé pour la petite mention personnelle, Non, mais voilà. en vrai, voilà, c'est pour voir un peu où tu voyais ça sur quel terme. Du coup, j'en profite pour enchaîner. Et toi, le métavers, justement, c'est un truc. Bon, j'ai cru comprendre, c'est pas quelque chose auquel tu crois qu'on va. Par exemple, parce que ok, on peut prendre la vue un peu de Mark Zuckerberg, qui est un peu, j'ai envie de dire, jusqu'au boutiste. Mais tu vois, moi, en tant qu'utilisateur de device, il m'est arrivé de passer des bonnes soirées sur VRChat. Je te donne un exemple rapide. J'étais covidé, jour de l'an, et j'étais isolé pendant que ma famille était en haut. En vrai, entre ça et regarder YouTube toute la soirée ou regarder un film et tout, j'ai été sur VRChat et j'ai passé une soirée avec des gens. Ça paraît bizarre pour un certain nombre de personnes, mais je te promets que j'ai eu la sensation d'avoir passé une bonne soirée. Ah mais bien sûr. Et je pense que c'est ce que je disais sur le fait que quand tu vas pouvoir faire de la communication encore plus poussée que ce qu'on a sur VRChat, ça va être incroyable. Parce que déjà, VRChat, c'est fou. C'est fou. Tu as une connexion qui est complètement différente. Il y a la notion vraiment de souvenir d'avoir passé un. Bah oui, parce que tu es en 3D et c'est comme ça que notre univers se comporte. On a le Z, voilà. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Ok. Eh ben écoute, j'en suis ravi. Mais du coup, la notion de métavers façon Mark Zuckerberg, pas tout de suite. Le coup, pas tout de suite. Je pense qu'il a voulu aller trop vite, trop fort. Ok. Puis l'exécution, il y a eu quelques petites erreurs, je pense. Bon, du coup, tu m'as dit que tu pouvais pas parler donc de l'anti-V2 pour les prochaines itérations. Donc voilà, ça c'est dit. Il y aura plusieurs V2. C'est ce que je peux vous dire. Okay. Notre V2, c'est pas juste un casque. Plusieurs casques. Et du coup, est-ce que tu as une. Alors, je sais que les constructeurs ne sont pas très à l'aise avec ce genre de truc, mais est-ce que tu as une échéance? On target fin 2024. Ok. Pour une annonce d'au moins un des deux. Okay. Donc il y en aura deux. Très bien. Mais super. Voilà. Ok. Et pour terminer et pour se reconcentrer quand même sur ce Lynx R1 aujourd'hui qui nous concerne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont tes méthodes de distribution, surtout quand est-ce qu'il sera dispo pour les gens qui n'ont pas forcément baqué En fait, les gens peuvent déjà le précommander sur le site et dès qu'on est en mesure de l'envoyer, on l'envoie en fonction de la file d'attente qu'on a. Ouais. Mais là, si tu veux, avec les premières centaines de devices qu'on a reçus, moi j'estime qu'avant la fin de l'été, on a livré tous les milliers de personnes qui nous ont précommandé le Lynx. Donc déjà, on a un backlog de commandes assez important et que voilà, à partir de juin, on devrait être capable de livrer absolument n'importe qui. Ok. Et du coup, le prix... Voilà. Alors le prix, ça commence à 850 €. Généralement, pour les développeurs, les early adopters, pour un usage individuel. Et après, pour les entreprises, c'est un peu plus cher parce que les licences logicielles changent. Mais si vous voulez le commander sur notre site internet, ça commence à 850 €. Ouais. Et l'édition limitée transparente, là, ça y est. Alors, on va la remettre sur le marché. Ok. J'ai très envie qu'on la remette sur le marché parce que je l'adore. T'aimes bien l'idée, ouais. Et beaucoup de gens me l'ont demandé et c'est sympa. Parce qu'en fait, c'est un casque, c'est un objet social. C'est-à-dire que c'est un truc que tu mets sur la tête, tu te caches les yeux, socialement c'est très fort, tu vois, on se regarde, etc., on a ce contact. Donc moi je considère que tu portes un message quand tu portes ce genre d'objet, et donc le fait qu'il soit transparent, qu'on voit les circuits, etc., c'est vraiment quand tu me mets sur la tête, genre regardez, je suis un geek. Et ça, je pense qu'il faut en être fier. Il y a plein de gens qui sont fiers de ça. Ça fait partie d'une identité, d'une culture. Et j'ai très envie d'amener ce produit transparent. Vous avez certaines photos sur Internet, mais je trouve que ça marche très bien. Ça rappelle la Game Boy, ça rappelle certains autres produits. Tout à fait. Non, je trouve ça génial. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter autre de réussir le succès? À brève échéance, là, c'est quoi le truc que tu aimerais targeter et dire ça y est, on a réussi à le faire, le truc le plus important pour vous là? C'est deux choses, c'est produire et livrer suffisamment. Déjà, voilà, donc l'aventure industrielle, qu'elle continue de bien se passer, qu'on continue à pousser les produits de l'usine et ce que je fais en parallèle, conduire ma levée de fonds, qu'elle arrive le plus rapidement possible dans de meilleures conditions. Voilà. Mais ça va nous permettre de vraiment devenir cet acteur français qu'on rêve tous. Voilà.
Allez, je te laisse le dernier mot de la fin, instant marketing. Tu dois essayer de convaincre des personnes qui ne sont pas des ultra réceptifs à la VR et tout ça. Ton dernier mot, si tu devais essayer de convaincre les gens de prendre ce casque-là, pour quelle raison? Je pense que les gens qui sont à la fin de la vidéo, là, ils sont quand même déjà pas mal convaincus de la VR. Mais je peux donner un message assez clair, c'est si vous voulez parier sur plus qu'un device, mais un écosystème qui va être ouvert, respectueux de votre vie privée, qui va apporter de nouvelles choses à l'industrie d'un point de vue technique et proposer des expériences immersives absolument incroyables, Lynx, c'est un bon pari. Voilà. Ok, super. Bon, après, ça fait un peu... voilà, mais c'est honnêtement pour ça qu'on travaille. Bon bah écoute, en tout cas nous on vous souhaite plein de succès, c'est quand même très cool de pouvoir avoir des acteurs français qu'on peut savoir, voilà, qu'on ne soit pas toujours ultra dépendant des Américains. J'en profite aussi pour demander à Lynx aussi de ne pas oublier les Frenchies qui vous suivent, on est peu nombreux sur la VR en tout cas. Ouais, et qu'on puisse un peu même refaire l'expérience, revenir vous voir et vous suivre un peu dans cette aventure. Bah avec plaisir, il va se passer plein de choses. Et ben en tout cas, on vous souhaite plein de succès pour ce Lynx R1 et pour les autres. En tout cas, merci Stan de m'avoir accordé ton temps. Ah non, mais de rien, merci beaucoup. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce, le commentaire. Si vous avez des questions, je pourrais les faire suivre à Stan. En tout cas, il pourra me répondre, on pourra faire le relais quoi qu'il en soit, peut-être aussi également si vous avez en tout cas des choses à dire pour une petite boîte française, si vous avez envie de les pousser en tout cas. Ils font de très belles choses, de très grandes choses. Je sais qu'il a été à l'Elysée par exemple, tu vois, ce qui est très très cool en tout cas. Et nous, si vous nous aimez beaucoup, n'hésitez pas, le pouce, l'abonnement. N'hésitez pas, si vous aimez mon travail, à aller sur le petit merci pour me mettre un tips parce que j'essaye de vivre de ce travail en tout cas. Si vous avez aimé tout le boulot qui a été fait, si vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a la page Utip aussi également pour ça. Et il y a aussi également l'association que nous défendons qui s'appelle Les Lutins du Phénix, qui viennent en aide aux enfants hospitalisés en leur apportant du divertissement le temps d'une journée pour oublier la maladie. En tout cas, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Bye bye.